Bonjour, cette petite vidéo pour montrer les possibilités d'Elistat en matière de fiabilité. Alors, nous avons ici un certain nombre de données mises sous différentes formes dans lesquelles nous avons, par exemple ici des valeurs de défaillance et ici éventuellement des censures. Ici, nous avons d'autres données mises sous la forme suivante. Une période de début, une période de fin. Entre ces deux périodes-là, nous avons 4 défauts. Par exemple, ici, entre 60 et 80, 3 défauts et une censure. Et la troisième forme, ce que l'on peut traiter, c'est la forme suivante, dans laquelle le premier mois, on a vendu 100 produits. Le premier mois après la vente, nous avons zéro défaillance, une défaillance, deux défaillances, etc. Et donc, on a le triangle des défaillances en fonction du mois de vente. Alors, évidemment, le deuxième mois, on a un décalage de 1 pour le premier retour, etc. Voilà, donc les trois formes d'attaque que l'on peut traiter. Le menu fiabilité est ici. Alors donc il est fondé à partir notamment de la courbe de Weibull. Alors la courbe de Weibull, c'est une courbe qui est extrêmement pratique parce qu'elle peut modéliser différents types de densité de probabilité. Ici par exemple avec un coefficient de forme de 1, on a quelque chose qui est très proche d'une loi exponentielle. Si on met un coefficient de 2, on voit qu'on a une courbe qui est très proche d'une loi de Rayleigh. Si on met 2,5, on va être très proche d'une loi log normale. Et puis si on met 3,6, on va avoir quelque chose qui va se rapprocher d'une courbe de Gauss. Voilà. Donc en fait, suivant le paramètre de forme, on peut modéliser différents types de lois de distribution. Voilà, donc c'est le premier bouton ici est donc simplement pour essayer de dessiner donc différents types de lois de Weibull. Alors le premier module qui est assez intéressant, c'est pour déterminer une taille d'échantillon. Donc on a un petit tableur ici qui est extrêmement pratique pour calculer dans tous les sens et dimensionner dans tous les sens un tableau de fiabilité. Par exemple ici, on a par exemple un temps que l'on doit tester, un temps ou un nombre de cycles, par exemple de 1000 cycles que je voudrais garantir. Donc je voudrais garantir 1000 cycles avec 95% de survivants. Je voudrais avoir un niveau de confiance, par exemple ici, de 90% sur le résultat que j'obtiens. Et puis ici, je voudrais faire une durée du test, par exemple. Eh bien, dans un premier temps, je voudrais mettre l'égalité, c'est-à-dire pour tester 1000 tests, je teste 1000 tests et je dis que j'espère avoir zéro défaillance sur ces 1000 tests. Eh bien, on voit que pour ceci, la taille qu'il me faudrait, c'est une taille de 45 produits en test pour garantir qu'avec zéro défaillance sur 1000 tests, j'ai effectivement, avec 90% de confiance, au moins 95% de survivants. Voilà. Comment réduire la taille de l'échantillon? Ben, il y a plusieurs choses. Il y a une première chose qu'on peut faire, c'est par exemple augmenter le temps de cycle. Donc par exemple ici, si je fais 2500 cycles et que j'ai zéro défaillance, on voit qu'il faudrait diminuer à 12,4. Et puis ici, la variable de sortie ici, qui était le nombre de produits en test, peut être n'importe quelle sortie. Je vais changer la variable de sortie. La question qui est la suivante que je vais me poser, elle était plutôt comme ça, c'est-à-dire, supposons que je n'ai que 5 produits à tester, combien faut-il tester pour garantir les 1000 produits et les 1000 cycles? Je vais mettre ici mes 5 produits en test. Voilà, et je sais qu'il va falloir que je teste donc 4800 cycles avec zéro défaillance pour garantir les 1000. Si par exemple j'ai une défaillance qui apparaît, cette fois-ci, avec une défaillance, il faudrait que je monte l'ensemble des produits, avoir 8000 cycles avec une seule défaillance sur les 5 pour garantir donc les niveaux de confiance que je me suis posé. Voilà, donc ici on peut changer la variable d'entrée, de sortie, pardon, comme on veut, et on peut calculer un petit peu dans tous les sens. Donc c'est un petit utilitaire extrêmement pratique de dimensionnement des tests. Donc ça c'est ce menu-là. Le deuxième menu qui est ici, qui est assez intéressant, puisque en fait c'est pour dimensionner, donc c'est contrainte résistant. Donc par exemple ici, on va définir donc la résistance. Donc on suppose que la résistance de notre produit, évidemment tous les produits ne sont pas identiques, et je vais avoir par exemple une moyenne, par exemple qui est à 1000 cycles, mais avec un écart type de 100 par exemple. Voilà. Et la question c'est quelle est la contrainte? Ben, disons que les gens vont l'utiliser, je vais dire en moyenne avec par exemple 800
cycle. Et suivant les utilisations, je vais avoir un écart type qui est assez important, par exemple 250, un écart type de 250. Donc le profil bleu représente l'utilisation, le profil vert représente la contrainte. Et ici, on a le taux de fiabilité qui est de 77%. Voilà, évidemment, ici, on voit que l'intersection entre les deux courbes est très importante. Si on améliore un petit peu la moyenne et si on la met à 1500, par exemple, même si l'écart type augmente un petit peu à 200, on voit que quand bien même il y a une intersection non nulle, on monte le niveau de fiabilité qui est à 98,57%. Voilà, donc on peut faire ça avec différents types de lois, loi normale, loi de Vébule ou loi log normale, aussi bien sur la contrainte que sur la résistance. Voilà, enfin, le dernier module, c'est le module effectivement qui est le module d'estimation, mais qui se présente de la façon suivante. Donc, on a les trois façons d'exprimer. À chaque fois, si on clique sur le sujet, on va avoir donc un petit exemple de la façon dont il faut présenter les données. On affichera l'exemple. Et donc ici, par exemple, si on regarde les données, donc le premier se présente sous la forme qui est ici. J'ai des valeurs et j'ai des censures. Donc je dis ici valeur plus censure. Dans quelle colonne se situent les valeurs? Alors, ici, je clique sur la colonne valeur. Où se retrouve la censure? J'ai donc ma droite de Vébule qui est ici, avec ici donc le test de Hollander qui nous permet de dire qu'on peut accepter sans difficulté la loi de Vébule. Ici, on a avec l'histogramme, et bien finalement l'histogramme des quelques échantillons qu'on a, qui nous permet d'estimer le reste de la courbe de Vébule. Évidemment, comme dans la période de 200-300, on a très peu de données, l'intervalle de confiance, qui est représenté par les deux traits rouges, s'agrandit. Ensuite, après, on a une petite calculatrice qui nous permet de dire, supposons que je veuille savoir à 200 combien est-ce que j'ai de survivants. Ben voilà, j'imagine que je vais avoir 5,41% de survivants. Voilà, donc ça c'est la première façon de représenter les données. La deuxième façon c'est par période. Donc je clique ici et donc les données devront être représentées sous cette forme-là. Donc j'ai qu'à lui donner dans quelle colonne est-ce que je vais mettre la période de début des essais et la période de fin. Donc par exemple en premier il va de 20 à 40. Où se trouve la colonne des défauts, où se trouve la colonne des censures. Voilà, et donc là, nous avons donc la représentation. Alors ici, l'hypothèse qui est faite dans l'ISTAT, c'est que lorsqu'il y a eu 3 défaillances entre 60 et 80, nous avons une répartition uniforme de ces défaillances à l'intérieur de l'intervalle, ce qui donne donc un graphique qui est beaucoup plus lissé que dans d'autres représentations. Et ensuite ici, pareil, toujours le même principe, c'est-à-dire ici en vert, vous avez l'histogramme donc des défaillances constatées, le reste c'est de l'estimation qui nous permet toujours, pareil, d'estimer donc à différents endroits donc quel est le pourcentage de survivants que l'on devrait avoir. Voilà en fait la troisième partie, troisième façon d'utiliser cette façon d'estimer les coefficients des bulles, c'est d'avoir les données sous cette forme avec des ventes et des retours. Donc ici, je lui ai dit que les retours portaient sur 8 semaines, donc ça veut dire que les retours concernent la colonne qui est ici, mais la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Il va chercher donc dans les 8 colonnes qui suivent. À partir du moment où on lui a donné ceci, donc je sélectionne, je prends les ventes, il va chercher pour les colonnes de retour, c'est celles où il y a des répétitions. Je clique ici, toujours le même principe avec une répartition uniforme des défaillances à l'intérieur des périodes. On va estimer donc avec le début des premières réponses. Alors ici, on voit bien que l'estimation de la courbe se fait sur une toute petite partie de la courbe de Vébule, ce qui explique des intervalles de confiance qui sont énormes sur l'estimateur qui est ici. On peut zoomer un petit peu, si je prends 100 en max abscisse, on voit bien que l'estimateur se fait vraiment sur le début de la courbe, et même si je prends 50, voilà, donc on comprend bien que il est très difficile, en tout cas ici l'estimation il faut la prendre avec des pincettes puisque nous avons donc une estimation qui se fait sur le tout début des retours pour essayer d'estimer donc les retours que nous n'avons pas encore eu. Donc voilà en gros les différents modules fiabilité. Donc on se résume. Un
module qui permet de déterminer les tailles d'échantillon, un module qui permet d'avoir une représentation des différents types de courbes de Vébule, une estimation à partir de différents types de voies de représentation, et puis le modèle contrainte-résistance. Je vous remercie.